Bonsoir, bonsoir à tous. Et merci beaucoup à le Centre culturel suisse pour l'invitation, pour être ici, pour pouvoir présenter les deux projets. Bon, le directeur a déjà dit que je chercherai de faire la conférence en français. Je traiterai de le faire le mieux, pour que vous pouvez comprendre un peu. Non? Et bon, quelques mots initial pour faire un peu la présentation de notre bureau. Nous sommes un bureau, un jeune bureau, on peut dire. Et moi, c'est italien. Et Alberto Vega, c'est mon partenaire, c'est espagnol. Et on a commencé 8 ans avant. Et les derniers 2 ans, on a eu cette chemin en Suisse avec ces deux musées. Non? Bon, pour commencer la présentation, j'ai divisé la présentation en 3 parts. La première part, c'est une petite introduction de notre travail pour vous faire comprendre un peu quelles sont les lignes principales de notre travaux. Et après, avec cette coordonnée, on peut dire que je chercherai un peu de définir avec les autres projets, expliquer les 2 projets pour les musées de Lausanne et le musée de Coire. Bon, on peut commencer, non? Cette image montre un des premiers projets qu'on avait fait dans les bureaux. Et c'est une image assez représentative parce que nous avons d'une idée qui était présente dans notre travail dans toutes les années, qui a marqué un peu notre manière de travailler. Et je la peux définir comme l'idée de spécificité. C'est-à-dire, depuis qu'on a commencé, on a cherché de faire des architectures spécifiques par un lieu. On peut dire, dans cette case aussi, contextualiste. Après, on verra que cette définition a été un peu laissée à côté, on peut dire, non? Mais c'était cette idée de spécificité, de faire quelque chose de spécifique pour un lieu, veut dire chercher de faire des architectures qui on peut avoir la juste tonalité pour un lieu, être intégré, être de façon dans la même tonalité de l'ambiance dans laquelle se trouve. Donc on peut dire que l'existant, le réel, c'est les points principaux de laquelle on suit. Et on cherche peu à peu de trouver des architectures autonomes, mais ensuite à cette relation con l'existant, con la réalité. Après cet projet, on a fait un autre projet en Allemagne pour une université de musique. Et ce projet que j'aime beaucoup, c'est assez emblématique pour une autre idée qui est importante pour nous. Et c'est que on peut dire que toute la totalité de notre architecture sont dérivées de la définition de l'espace public. On n'a jamais entendu l'architecture comme un objet isolé, placé dans un lieu, mais on cherche toujours que l'architecture soit quelque chose qui peut définir l'espace public, qui peut être lié à la ville, que la ville est quelque chose qui vient avant de l'architecture. Et donc, l'iconicité ou la modélisation ou la expressivité de l'architecture ne doit pas dériver d'un geste formel, mais tout le temps dérive et un reflet de la conformation de l'espace public. Dans cette case, dans cette image, vous voyez comme notre projet, il définit uniquement une limite, on peut dire, un cadre dans lequel s'inscrit le nouvel espace public, dans ce cas un grand espace public, un jardin pour l'université. Donc cette volonté de comprendre que l'architecture doit être un cadre pour l'espace public, c'est un autre, on peut dire, fil rouge que vous voyerez con les autres projets que nous a emporté jusqu'à
à les autres projets, à les derniers projets en Suisse. On a fait aussi des projets, ça c'est une ville dans la Chine, et une autre obsession, on peut dire, qu'on a dans les projets, c'est de travailler la matérialité de l'objet architectural comme quelque chose qui peut intensifier son perception émotionnelle. Donc, on cherche tout le temps de faire des architectures, on peut dire, synthétiques. On cherche, on peut dire, la puresse de l'architecture. On travaille avec une économie des moyens expressifs. Dans cette case, toute l'expressivité ou la volonté, on peut dire, spatiale de la ville, dans cette case, se retrouve dans la toiture. Donc, on cherche cette économie expressive, des moyens expressifs et utiliser la matérialité, la masse, comme un élément d'intensification sensorielle et perceptive de l'architecture. Ces trois lignes principales que j'ai décrites brièvement, cette idée de spécificité que veut dire être lié à une ambiance, non? Mais sans rien avoir avec la tradition d'un lieu, mais c'est quelque chose qui veut dire être dans la même ligne de l'atmosphère d'une place. Cette volonté de conformer l'architecture à partir de l'espace public et cette idée de comprendre la matérialité comme élément expressif, d'intensification expressive de l'architecture, il se retrouve dans les premiers projets qu'on a construits, que c'est un auditoire dans la côte sud de l'Espagne. Donc, cet premier bâtiment qu'on a construit, il se retrouve, c'est un peu les résultats de ce parcours qu'on a fait. La volonté expressive s'est dérivée, bon, l'image ne montre pas ça, mais c'est dérivé de ces relations que la géographie de la baillie où se placent les bâtiments. Le bâtiment est placé jusqu'à bord de la mer dans un baillie assez importante. Donc, il y a cette volonté de travailler avec les reflets géographiques, on peut dire. Il y a aussi cette volonté de faire un bâtiment synthétique, capable de résoudre toute la complexité programmatique de localisation, etc., avec un élément synthétique, pur, simple, défini. Non? Et il y a cette volonté aussi de lier les bâtiments à la ville à travers on peut dire, de cette rampe et de ce théâtre, ici, vous voyez, de cette grosse rampe de ce théâtre, qui se définit comme, on peut dire, une dilatation contextuelle. C'est quelque chose qui lie les volumes compacts à la ville. Donc, c'est un peu l'expression, on peut dire, de notre manière de comprendre l'architecture, qui si bien peut être expressive, l'origine dérive de cette volonté toutefois de générer un espace public pour la ville. On peut dire ensuite, après un peu de temps depuis l'auditoire, on a finalisé cet autre projet, c'est le siège du Ribera del Duero, c'est à nord de Madrid. Et ici, cette notion de définition de l'espace public devient encore plus radicale, on peut dire, parce que c'est le véritable moteur qui amène les projets. En face de définir un objet architectural, on a défini une place, un belvédère, et les bâtiments ils se placent au-dessous de cette nouveau belvédère. Donc, ce concept d'espace public devient ainsi, où il s'approche un peu plus à cette idée, à cette volonté de créer un petit, on peut dire,
microcosme, non? Un petit microcosme. C'est traiter que l'architecture, encore une fois, il devient le cadre de le vide central de cet espace public. Donc ici, en face de bâtir un objet privé, comme les programmes ils nous demandaient, on a opté pour définir cet espace public et conformer à travers de cette petit volume un nouvel espace urbain, un espace qui peut terminer l'urbanité de ce petit village où se trouvent les projets. Il y a aussi une volonté dans ce projet, et les volumes que vous voyez ici, si vous le voyez de l'autre côté, c'est un grand tour. Donc il y a cette volonté d'établir une relation, on peut dire, avec les archétypes de l'architecture. Ici, avec ce projet, on peut dire qu'on a commencé à faire une réflexion plus profonde, on peut dire, et chercher d'établir une relation précisément avec les archétypes, les éléments fondamentaux et typologiques fondamentaux de l'architecture. On peut dire qu'on a cherché, on verra après, une réflexion un peu, on peut dire, pour utiliser une parole un peu gros, un peu ontologique sur l'architecture. La volonté que la ville devienne le moteur de notre architecture est expressive et évidenciée dans cet autre projet que nous sommes en train de construire maintenant pour une philharmonie en Pologne. Et le projet sera terminé dans quelques mois après l'été, si tout va bien. Donc, on peut dire que la même ville, les mêmes paysages urbains qui définissent cette ville du nord de la Pologne, avec toute cette toiture sculpturelle, on peut dire, est le moteur même qui nous aide, nous donne la chiffre formelle pour définir les projets. On peut dire, vous ne voyez pas bien dans cette image, ça c'est un render, mais ici, on peut dire que notre projet était déjà là, dans ce vieux bâtiment ancien qui nous donne déjà les éléments sur lesquels on peut travailler. On peut dire d'autres façons que notre architecture est une singularisation, si le mot en français veut dire quelque chose, du contexte. On cherche d'interpréter la réalité, l'existence sur laquelle on travaille et on cherche de découvrir de nouvelles réalités, de nouvelles possibilités, non? de nouveaux scénarios. Ici, il y a encore cette volonté de faire des bâtiments très synthétiques, très simples. C'est toute la complexité de ce programme d'une philharmonie très importante ici, c'est réduit à cette répétition d'un élément simple qui dérive de la lecture, on peut dire, typologique de la ville. Ici, il y a aussi la volonté, à travers une volonté, on peut dire, un peu positiviste, de chercher à travers de l'architecture d'être capable de régénérer un quartier. Et ça, c'était un peu la volonté de ce bâtiment placé dans un quartier un peu dégradé, on peut dire, de la ville, un objet capable véritablement de générer de la socialité. Dans cette case, il y a encore cette volonté de définir l'espace public. Dans cette case, il se place à l'intérieur du bâtiment avec un grand hall, non, qui devient une espèce de place couverte. Après tout ce projet, je crois que 2 ans avant, on a fait un petit concours, non, que vous montre ici, qu'on n'a pas gagné, pour faire un musée, pour placer là des repères d'archéologie dans le nord de l'Espagne. Donc c'était une des premières fois qu'on a dû travailler, on peut dire, sans un contexte. On était face à face avec les paysages. Donc cette recherche qui avait déjà commencé sur
une recherche, on peut dire, un peu plus archétypique de l'architecture, un peu plus basilaire, un peu plus fondamentale, ça, dans ce projet, est devenu plus radical. Non? On a cherché de réduire toute l'architecture à un simple une simple couverture qui effectivement donne une protection à l'intérieur du bâtiment. Donc il y a dans ce projet, on peut dire un peu un changement des trajectoires ou une évolution de notre travail, où cette volonté d'essentialiser, non, de faire plus essentiel possible l'architecture est devenue l'élément plus radical, on peut dire, de notre projet, de chercher quelque chose de très basilaire, de très élémental, non? L'idée de chercher de nous oublier de toutes les questions, on peut dire, plus contingentes et retourner à travailler, on peut dire, les fondamentaux, non? Le volume, l'espace, la matérialité, non, les programmes du projet, non, de conformer, entendre aussi les projets comme les projets d'architecture comme la modélisation d'une masse, non, d'une masse. Dans non, on peut dire que il y a cette volonté, je ne sais pas s'ils sont encore capables d'arriver, c'est de retourner à un degré zéro, non, pour utiliser un mot assez fameux, non, d'un philosophe français. Bon, cette volonté, on a changé un peu notre trajectoire et les mêmes, on peut dire que cette même description que j'ai fait dans un contexte paysagiste, naturel, on peut le faire dans une condition totalement urbaine, comme est démontré dans ce projet. C'est un projet pour une ampliation du King's College à Londres, dans le Central London, non? Où on retrouve aussi cette volonté de définir les projets de la forme plus faire seulement ce qui est nécessaire, rien de plus de ça, non? Et quelquefois on arrive à faire ça, quelques autres fois la contingence du moment impide de faire ça, non? Mais ça c'est un peu la direction, non, de notre travail. Donc toute cette étape que j'ai expliquée, on peut dire que sont une série de déclinations ou de variantes de la principale inquiétude projetuelle qui est à la base de notre projet, que c'est de trouver effectivement cet équilibre, cette balance, cet équilibre entre la spécificité d'un lieu et une autonomie formelle dans l'autre côté. Non? Nous croyons que les projets, quand notre projet il est capable de trouver cet équilibre entre ces deux, on peut dire, éléments presque opposés, spécificité du lieu et autonomie formelle de l'autre côté, non? Et on est dans la juste direction, dans le juste chemin. Non? Et donc cette dichotomie entre ces deux extrêmes, c'est exactement la base conceptuelle, on peut dire, qu'on a amené à faire les deux projets de Lausanne et de Coire. Donc, avec cette coordonnée que j'ai cherché de définir un peu brièvement, vous devrez traiterez de vous expliquer les deux projets. Bon, je commence avec les musées de Lausanne. Ça, c'était un concours international que nous avons été sélectionnés comme relève générationnelle. On a eu la chance d'être sélectionnés là pour ce concours assez important. Et après, le projet était retenu. Les projets, vous voyez ici, ils se placent jusqu'au milieu de la ville, dans une zone très, très centrale, très dynamique, jusqu'à côté de la gare, dans une zone où il y a beaucoup de
des mouvements des personnes. On peut dire que c'est dans les cœurs de la ville. Vous voyez ici que la parcelle de projet, c'est toute cette area ici, assez grand, c'est 22 000 mètres carrés, jusqu'à côté de la gare. Et c'était un site presque, on peut dire, oublié dans la Sudanie lausannois, un peu, parce que c'était presque complètement bloqué pour cette façade ici, de cet vieux bâtiment-là. Vous voyez aussi, ici, les sites étaient occupés pour des différents bâtiments industriels, et des bâtiments industriels pour l'entretien des locomotives, et l'élément principal était cette halle de 1911. C'était une ancienne halle pour l'entretien des bâtiments sur laquelle posait la question fondamentale du projet. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cet élément historique? Un élément historique, il y avait avait une présence dans la ville, mais à la même temps, il n'avait pas une caractéristique architecturale très importante. Et elle posait aussi une certaine difficulté de transformation pour les utiliser comme un musée, musée de beaux-arts. Vous voyez ici qu'elle était conformée pour cette hall principale ici, la plus importante, avec cette grande verrière ici, et après cette modulation les autres halles. Donc ici, il faut dire qu'on a travaillé beaucoup de mois à chercher de transformer, de modifier cet vieux bâtiment pour placer là les nouveaux musées de beaux-arts. Et on n'était pas capable de trouver une solution. Une solution parce que il faut dire que les concours étaient non seulement pour faire les nouveaux musées de beaux-arts, mais aussi par placer dans cette zone les autres deux musées importants de la ville de Lausanne, que c'est le musée de l'Élysée, le musée de photographie de l'Élysée, et les MUDAC, le musée du design et art décoratif de Lausanne. Donc les problématiques, c'était de faire le nouveau musée des beaux-arts, mais aussi de donner place, on peut dire, à les autres deux musées dans les futurs prochaines. Donc, on a réfléchi beaucoup sur l'hypothèse de transformation de ce bâtiment, et à la fin, on était capable de faire les projets seulement dans les moments qu'on a compris, encore une fois, qu'il était important d'établir avant tout une stratégie urbaine plus que penser à l'architecture en lui-même. Donc, dans les moments qu'on a réfléchi que l'architecture, comme dans tous les autres projets qu'on a fait, est la dérivation de réflexions urbaines, donc on était capable de trouver la ligne qui nous a amenés à faire les projets. Donc, il peut faire ça. On a pris une décision très radicale, et c'était basiquement la suppression de la plupart de cet élément-là pour changer complètement de stratégie urbaine et définir les nouveaux projets, on peut dire les nouveaux pôles muséals, autour de cette grande nouvelle esplanade liée directement à l'esplanade, à la place de la gare, et liée à les autres villes de la ville. Donc l'idée, c'était les projets ici devaient être quelque chose capable de construire la ville, de faire de la ville, de créer de l'urbanité. Non, pour ces raisons, cette idée
dans les moments qu'on a défini cette stratégie, le projet est arrivé simple, facile. Il était déjà tout fait, non? Donc on a commencé à comprendre que le cœur du projet est cette grande esplanade et autour de ça, il se place le nouveau musée des Beaux-Arts, la pièce principale, le musée de l'Élysée et le MUDAC, non? À la manière, on peut dire, d'un forum romano, no? D'un foro romano. Oh? Et vous devez penser aussi que la dimension de cette esplanade, c'est presque la même que la dimension des Uffizi à Florence. No? Donc l'architecture devient le cadre capable de construire la ville. Dans ce moment, tout était plus simple. Les projets, les MCBA, le Musée des Beaux-Arts, non? Il s'est placé ici et elle devient la construction d'une limite, la manière de définir les nouveaux espaces urbains et de les protéger de les voies du train et de la gare ici. Non? On peut dire que le projet a un mur, un mur habité. Non? Et à côté, les autres de projets. Dans cette stratégie urbaine, on était capable de faire cette opération de désenclavement de ce site qui avant était presque un cul-de-sac, non? Et de l'ouvrir directement à la ville ici, non? Et de les conformer. Donc, bon, ça, dans cette image, c'est une image qu'on a présentée dans les concours, c'est l'expression, on peut dire, de notre projet. La grande esplanade, les nouveaux espaces publics qui découvrent toute l'amplitude de ce site qui était complètement limité pour les vieux bâtiments, non? Origine aussi, il montre aussi cette esplanade horizontale complètement artificielle, non, qui permet de comprendre que cette part de la ville est une esplanade industrielle, non, placée sur la pente de la ville. Et les projets, les MCBA, ils se placent ici, non, comme je dis déjà, un mur habité, non, quelque chose on peut dire, un peu industriel, et qui recherche la volonté d'établir, de préserver, on peut dire, cet esprit industriel, cette ambiance, les caractères un peu de cette place. Pour ces raisons, on a placé là un objet pur, un objet abstrait, un objet qui cherche d'entrer, on peut dire, en continuité avec la spécificité de cet lieu, de ce projet, non? Et avec en soi, bien sûr, autonomie compositive, non? Après, on verra la raison de faire ça, non? Donc, comme on avait déjà expliqué avant, non? Ici, pour moi, ce projet montre clairement cette balance, cet équilibre, non, entre la préservation de la spécificité de ces réalités, de ce contexte, mais aussi la transformation en une nouvelle scénario où l'espace public devient l'élément principal. Bon, il faut dire qu'une fois fait cet choix radical de suppression d'une part de la ville, il fallait faire une réflexion sur ce que veut dire faire de la conservation, avec comment établir cette relation avec la présistance. Donc on a commencé à penser que cette relation avec la mémoire de lieux était possible de le faire avec la préservation d'un certain fragment et d'un certain petit élément de l'état actuel qui tout ensemble nous donne une perception, on peut dire, intellectuelle de ce qu'était cette lieu.
non? Donc, il ne fallait pas pour nous conserver la totalité de cet élément, mais reconstruire l'histoire de cette lieu ou la mémoire de cette lieu avec une composition des fragments, non? Des petits éléments. Pour ces raisons, on a décidé, on verra, de préserver cet élément ici, non? Que c'est pour nous l'élément émotionnel le plus important de le vieux bâtiment. Et après, on a passé à penser, on a préservé ça, on a cherché de poser en importance cette arcade-là, qui sont l'élément qui génère toute cette nouvelle esplanade, l'horizontalité artificielle des nouveaux espaces. L'espace public, on préservera la plaque tournante et des autres choses. Donc, on est passé de cette image qui montre les différents éléments qui conforment les sols du projet à cette autre image. Cette autre image, il faut dire, qu'étaient les résultats, je vous expliquerai un peu, les résultats d'un processus assez long qu'on a fait une fois gagné les concours, qu'on a fait ensemble les conservateurs avec les directeurs des musées qui sont ici. Et on a commencé à penser qu'effectivement, il fallait passer d'une idée de préservation, on peut dire, verticale, non? Où les choses qui sont les plus importantes sont la façade, à une préservation, on peut dire, horizontale. Non? Et ça, c'est une idée qui a été générée dans les process qu'on a fait pour développer le projet. Et je crois que c'est une idée très, très importante. Non? Donc, les sols, non? Tous ces sols sera l'élément qui, effectivement, nous donnera la perception avec les passés. Donc, on va préserver des différents sols des différentes époques de l'Arles. On placera les nouveaux projets dans les graviers qu'ils nous donnent une continuité avec tout le monde industriel pour comprendre que ce projet, il fait partie de l'esplanade. On peut dire que ça, c'est tout un monde industriel, c'était la même chose, non? Et on va placer ces différents éléments-là, la plaque tournante que je vous dis, non? Donc, cette patchwork, on peut dire, non? De horizontal, c'est quelque chose de très, très important pour chercher de transformer dans la réalité cette image conceptuelle que j'ai montrée, non? Et d'entrer en relation avec la spécificité de cette lieu. Malheureusement, je n'ai pas encore des images de ce projet parce que c'est quelque chose qui est assez récent, mais j'espère qu'avec cet dessin, vous pouvez comprendre un peu probablement les concepts à la base de cette idée. Non? Et aussi, cette volonté de reconstruire la mémoire de l'histoire, la mémoire de cette histoire à travers des différents fragments est montrée clairement dans cette façade, la façade qui donne à la voie des trains, où l'élément de la présistance ici devient l'élément compositif principal de tous les projets. Les nouveaux projets, les musées, ils se placent ici. C'est comme un gros fond sur lequel il se pose la figure compositive principale du vieux bâtiment. Non? On peut dire que c'est une composition, je peux dire presque suprématiste. Non? L'idée de construire un volume neutral, complètement neutre, sur lequel il se place ces fragments, qui établit cette mémoire avec la présistance. Et ici, on trouve la verrière, ces grandes fenêtres, non, qu'on verra après. Il faut dire que dans cette côté, le bâtiment est presque tout complètement fermé, et aussi pour des raisons de sécurité, et pour protection des œuvres qui se placera dans les projets, dans les nouveaux musées. Non? Dans l'autre côté,
Et ça, c'est un peu la façade en face à l'esplanade. Le projet, il change complètement son aspect. Il passe d'un élément complètement serré, fermé, à un projet, à une façade très, très ouverte, très perméable, où tous les espaces publics à l'intérieur du musée, ils s'ouvrent sur le nouveau espace public. Non? Donc, il y a la conformation ici à travers de toute cette lame verticale. Non? Pendant les jours, on perçoit les bâtiments comme un bâtiment complètement fermé, abstrait, pur, mais ils sont cachés toutes les différentes ouvertures, non? Qui nous donnent une grosse perméabilité de la façade, non? En face à les nouveaux espaces urbains, surtout dans les rez-de-chaussée où sont placés tous les nouveaux espaces publics. Donc, on va entrer un peu dans les projets, dans les plans. Vous voyez ici, non? La présistance, les nouveaux foyers qu'ils se définissent en axialité avec cet élément. Et le projet, il est tout structuré avec cette répétition un peu obsessive des noyaux, des noyaux structurels et des services, et qui nous donne place à nouveau foyer, la cafétéria, un petit auditoire, tout lié par ici. À l'autre côté, les bookshops et l'espace projet, un espace pour la création des jeunes artistes. Et à l'autre côté, la zone des livraisons directement liées à la salle. Dans l'autre côté, dans cette part, tous les services administratifs et la bibliothèque avec une entrée indépendante dans cette part. Non? Donc ici, vous voyez que la plupart des espaces publics sont complètement perméables à travers de cette lame sur l'esplanade qui se place dans cette position. La section vous montre une section sur les foyers principaux où on a travaillé, ça c'est une nouvelle incorporation de projet, cette porche pour traiter l'entrée, une ouverture, une compression, et après on arrive dans ce grand espace, non, dans ce nouveau foyer, que après les visiteurs ils doivent arriver au nouveau, prendre cet escalier et arriver ici jusqu'à côté de la vieille fenêtre pour regarder le monde industriel, de ferroviaire qui s'ouvre là-bas, avec une illumination zénithale ici. Donc, encore une fois, la fenêtre historique est complètement transformée ici, devient l'élément compositif principal de cet grand espace principal, et on peut à la fois générer une nouvelle entrée représentative pour les projets et établir cette relation, on peut dire, un peu fin, un peu fin avec la présistance. Non? Avec ici la lumière zénithale, la matérialité du projet, bien à l'extérieur, bien à l'intérieur, c'est tout réalisé en briques gris clair. Nous sommes en train encore de définir un peu la matérialité pour chercher aussi de comprendre les bâtiments comme une grande masse, non, modélée et croisée dans différentes parties. Non? Ça, c'est un autre vue de les mêmes espaces où on recherche cette puresse, cette simplicité, cette élémentarité, on peut dire, que je veux dire avant. Dans les premiers étages, on arrive dans les premiers étages, une fois arrivé par le grand escalier, assommer à la fenêtre et prendre les autres deux escaliers qui se posent ici et ici, non, pour concentrer tous les mouvements verticaux du bâtiment autour de ce foyer, de ce grand vide ici. Et le projet, c'est très, très pragmatique à niveau fonctionnel. D'un côté,
dans cet côté ici, il se place dans 2 niveaux tous les espaces pour les expositions temporaires, et dans l'autre côté, tous les espaces dans 2 étages pour les expositions, pour la collection permanente. Et ici, il y a le dernier secteur, non, pour les ateliers, l'espace de restauration. Donc, ici, le fonctionnement est complètement indépendant de cette part et cette part ici. Et il s'est construit à travers autrefois ce noyau structural principal. Donc, on arrive dans ce premier niveau avec cet escalier très, très vertical, illuminé encore une fois zénithal. On arrive dans un petit vestibule d'accès à les salles expositives. Tous les espaces expositifs sont très, très ouverts à l'extérieur, en face à les salles expositives qui sont plus fermées pour donner des espaces expositifs plus adéquats et augmenter la superficie des expositions. La matérialité, c'est encore réalisé en briques. Et après, la succession des salles antérieures, on peut dire que c'est d'une typologie un peu classique, non? Où on cherche de proportionner tous les espaces de la meilleure manière possible. Ce sont les espaces de premier niveau. Une fois creusé l'espace public, on arrive dans cet élément ici, que c'est une incorporation nouvelle du projet qu'on n'a pas défini dans les concours. Et c'est à la fin de la zone expositive principale, on a introduit cet élément, que c'est un gros escalier qui nous amène du premier étage au deuxième étage. Il nous permet de couper transversalement les bâtiments et donner une relation avec la nouvelle place qui sera ici, non? Et ici, donner une vue sur la distance, sur le lac. Non? Donc, vous voyez, ça c'est une image d'étude, les lames, la perforation dans les rez-de-chaussée, et ce grand nouveau élément, et un escalier auditoire, on peut dire, on a un programme un peu mixte, qui complètement, on permet la perception de musée dans la transversalité. Non? Et ça, c'est l'image de cet escalier qui nous amène ici dans le deuxième étage pour continuer cet parcours en loop continu dans le premier et le deuxième étage. Le deuxième étage, il montre un peu, c'est l'étage qui montre cette volonté de chercher une claire cohérence structurelle, programmatique, compositive du projet. Le projet et cette volonté de réduction au minimum, au essentiel des éléments compositifs. Donc, tous les projets, ils se définissent avec ce noyau ici et les autres. Cet élément. L'autre part sont des espaces ouverts où on peut placer les différentes partitions pour les éléments. Donc, cette volonté de réduction du projet aux éléments les plus nécessaires que j'avais expliqué d'une manière un peu plus conceptuelle, ici est la traduction, on peut dire, à projet, à la réalité, non? La recherche de faire quelque chose de très, très basique, de très fondamental, non? Et surtout la capacité d'organiser la complexité d'un programme, d'une fonctionnalité, d'un parcours à l'intérieur d'un projet avec un élément le plus simple, le plus élémental possible, non? Si on est capable de résoudre la complexité d'un programme avec une idée claire, un élément simple, donc cette idée sera encore plus valable, encore plus forte, plus potente. La coupe montre le premier étage et le deuxième étage, que le deuxième étage, il aura la présence de cette grosse verrière qui illuminera tous les espaces expositifs avec lumière zénithale.
Et ça, ces images, c'est un peu pixelé, mais vous pouvez les voir. Une toiture assez complexe parce que le bâtiment est placé dans direction est-ouest et donc cette typologie on peut dire, des sheds uniques est placée dans les mêmes éléments longitudinaux. Il nous donne cet élément assez expressif, cette grille supérieure qui nous donnera la meilleure qualité de lumière pour les espaces de le deuxième étage. Bien, donc ça, une fois finalisé ce projet, je me passerai à vous expliquer un peu les autres. Je peux dire que les mêmes éléments que j'ai utilisés pour décrire les projets, on les retrouve dans cet autre projet dans conditions un peu différentes, mais c'est toujours un peu les mêmes inquiétudes qui nous amènent à faire les projets. Donc le projet est placé ici, vous voyez, jusqu'à côté de la vieille ville de Coire, dans les Grisons, dans la part allemande de la Suisse allemande. Dans ce cas, le projet était l'extension d'un bâtiment actuel, d'un vieux bâtiment qui est utilisé actuellement pour l'exposition de la collection permanente du musée. C'était un bâtiment qu'il faut décrire un peu. C'est un bâtiment du 19e siècle. C'était une ville faite pour un riche marchand et pour lui-même. Et il y a deux caractéristiques qu'on verra. C'est un bâtiment, on peut dire, néo-rinascimentale, de la Renaissance, néo-renascentiste, non? Et avec une décoration que vous voyez ici, d'origine un peu de goût orientaliste. Ici, il y a des sphinges, il y a une décoration comme des motifs un peu orientalistes, parce que cette riche marchande, il faisait des commerces avec l'Égypte. Donc, nous donne un bâtiment ancien très, très intéressant, très, très joli. Et donc, il y a ces deux éléments principaux, cette inspiration palladienne et cette goût orientalisante. Ici, vous voyez aussi, le bâtiment était restauré par Peter Zumthor dans le 1982, qu'il a amené cette partie ici et ici. Bien, la condition de ce projet, c'est complètement différent de Lausanne, parce que actuellement, il y a cette passerelle faite aussi par Peter Zumthor pour connecter ce bâtiment qui hospite les expositions temporaires, qu'il fallait les démolir pour placer la nouvelle extension. Et les limites pour placer les projets étaient ici. Non? Vous voyez, un espace très, très petit, très, 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 très petit, pour placer là les programmes qui étaient demandés. Vous voyez aussi la disposition des bâtiments anciens, non? De façon centrale. C'est l'inspiration basée dans la Villa La Rotonda de Palladio. C'est assez clair, cette on peut dire, axialité de projet, cette volonté un peu de projet un peu néo-palladien. Donc ici, il y avait l'autre élément important, c'était tous les jardins autour de la ville, un jardin comme des arbres assez importants ici, des autres moyennes, mais qui donnaient on peut dire, cette autonomie à les bâtiments anciens. Donc c'était un élément assez important pour nous à tenir en compte. Donc le choix qu'on a fait, encore une fois, était de donner la primatie du projet à la relation avec la ville. Le même choix qu'on a fait pour Lausanne était répété ici. Donc on a, à différence de beaucoup des autres participants à ce concours, on a décidé de construire les
les bâtiments les plus compacts possibles, les plus petits possibles, de donner espace à le jardin, de traiter, d'intégrer ce nouveau jardin ici en relation à l'autre et d'établir une relation axiale, claire, directe avec les précédents, avec les vieux bâtiments. Donc, cette idée, la même idée de base du projet de Lausanne nous amène ici à un projet très, très différent, mais qui move dans la même part. Donc, on peut dire que ici, le projet est encore un volume très simple, clair, pur, placé pour ces deux noyaux ici, qui amènent les nouveaux foyers dans cette part. Et le résultat de cette volonté est défini pour cette image. Donc, on a défini, on peut dire que le projet est un projet, on peut dire, d'inspiration palladienne avec une ornementation, une décoration qui, avec la volonté d'établir de construire les projets sur l'existant, sur les choses qui sont déjà présentes dans cette réalité, donc comment la décoration de les vieux bâtiments. Donc ces deux éléments sont les éléments principaux qu'on a permis de construire les projets et de libérer tout l'espace autour, qui est assez petit. Il nous donne la possibilité on peut dire, de faire respirer les bâtiments, de les faire respirer, de les donner de place et surtout de comprendre que le bâtiment n'est pas lui-même seul, mais qu'il doit composer une nouvelle réalité urbaine ensemble avec les vieux bâtiments. Pour faire ça, ici, il y a toujours une idée un peu plus radicale. Non? Ici, si à Lausanne, on a décidé de démolir cette part de la halle, ici, on a décidé d'invertir les espaces expositifs en face de les placer au-dessous. On a posé les deux niveaux expositifs dans les sous-sols et on a placé ici les foyers et les autres niveaux plus privatifs du projet. L'espace pour la pédagogie, les ateliers et la restauration. Donc, cette idée très simple d'invertir les programmes du projet nous a permis de créer cette relation directe et claire avec la ville. Et ici, ce dessin montre un peu les secrets de ce projet. Si à Lausanne, la volonté de la dimension du bâtiment ici était plus importante pour traiter de conformer cette nouvelle urbanité, ici, la dimension assez contenue du bâtiment nous a indiqué que la matérialité du bâtiment, la organisation de toute cette façade très, très fine doit être l'élément expressif principal du projet pour permettre cette relation entre deux. C'est un peu comme construire un peu un bijou. Non? Les foyers qui établissent cette relation directe à les vieux bâtiments. Les vieux bâtiments deviennent, on peut dire, la 15e façade de cet espace. Donc, on a cette compréhension que le projet est une extension de l'autre. Et encore une fois, tous notre travaux est directionné à la conformation de l'espace, de la proportion, de réfléchir sur comment entre la lumière dans cet espace. Et ce dessin est les résultats les plus importants auxquels on été arrivé pour faire un bâtiment le plus synthétique possible. Non? Toute la composition des bâtiments est basée sur ces deux noyaux, non? Où sont placés les deux escaliers principaux, l'escalier principal, l'escalier de service, et conforme aussi la disposition programmatique du bâtiment, mais aussi structurelle. L'escalier, le nouveau escalier, ça c'est une image d'étude qui amène à l'espace expositif. Et ici,
vous voyez, bon, ça c'est le premier étage où vous voyez que cet schème, elle est répétée dans tous les plans, ça c'est l'espace pédagogie. Non? Et encore une fois, il y a cette volonté axiale, de définir presque un autre projet on peut dire, palladien. Dans les premiers rez-de-chaussée, dans les premiers sous-sols, il y a toutes les salles, les salles pour la collection permanente qui sont aménagées dans ce parcours circulaire, autour des deux noyaux principaux et la connexion avec la Villa Planta, une connexion souterraine pour ne pas toucher l'élément ancien. Et ça, c'est un peu une image de le premier noyau où on a, dans les moments qui sont placés dans les sous-sols, on a opté pour définir ce plafond lumineux, qui nous donne l'illumination adéquate pour les salles. Et dans les projets de Coire aussi, la typologie, on peut dire, de les salles, une typologie très simple, très claire. Le deuxième sous-sol, il est seulement occupé par ces deux noyaux et c'est un espace plus flexible, sans structure, où on peut définir les salles différentes. Ici, il y a précisément l'expression de ce que j'ai cherché de vous expliquer. La volonté de traiter que les bâtiments, c'est qui il retient son autonomie formelle, autonomie compositive, on peut dire, mais il est en directe relation avec les vieux bâtiments. On peut dire que qu'il est né de ces bâtiments. Les choses cachées sont les choses qui nous permettent la relation entre les deux, dans cet équilibre entre l'autonomie d'un bâtiment, l'autonomie et la spécificité de cet lieu, de cette réalité. Et ça, c'est juste pour terminer, un détail de la façade qui sera conformé pour cette répétition de petits éléments en béton qui nous permettra de créer des petits jalousies pour les espaces de service et les autres, avec les autres espaces principaux. Et ça, c'est une image qui montre un autre point de vue sur l'autre projet. Et pour finaliser cette présentation, les choses que j'espère de vous avoir transmis ce soir pour mon manière de faire l'architecture sont les suivants. C'est-à-dire, pour nous, faire de l'architecture signifie donner du sens à un travail qui nous parle de lieu, de le petit, de le spécifique, de l'unique, de l'indéfini, mais à la même temps qu'eux la capacité de générer des architectures avec du sens. Donc, dans cette façon universelle et autonome. Nous cherchons de faire des architectures capables de s'ouvrir sur le monde, capables de lier, de tracer quelque chose d'invisible avec l'histoire, capables de se fusionner avec les paysages, avec la nature et avec l'artifice. J'ai cherché de vous dire qu'une part de notre travail cherche les universels, les archétypes originaux. Peut-être on rêve avec une architecture absolue et pure, mais beaucoup de fois, toutes les fois, on se retrouve avec le monde, avec la différente réalité qui conforme le monde. Et cette variation, on peut dire, nous demande de décliner cette architecture sur les situations contextuelles, sur les contextes, sur la variation de l'indéfini, de l'unique, et
quelque chose, quelquefois aussi de l'hasard. Donc, ici, et avec cette dernière phrase, je vous laisse et je vous donne les merci pour cette soirée. Dans cette part, et ici, se trouvent les points principaux de notre travaux, que c'est la recherche de construire des architectures capables d'être en équilibre entre ces désirs d'absolu et la sensibilité pour la relativité de chaque différente réalité. Et avec ça, je vous remercie. Merci. Voilà, il nous est demandé un court statement suite à cette présentation très complète, et je me demande ce que je pourrais bien y ajouter. Peut-être juste le point de vue non pas du commanditaire, puisque c'est l'État, mais du maître de l'ouvrage, qui était responsable d'établir le cahier des charges très précis, auquel le bureau d'architecture s'est extrêmement bien conformé. Et j'étais membre du jury qui, lui, était présidé par David Chipperfield. Et je pense que ce que vous avez vu ce soir, c'est peut-être aussi un peu le résultat du choix justement du président du jury, puisque en mettant Chipperfield à la tête du jury, on a voulu éviter une autre architecture, une typologie très différente, les grands gestes à la Frank Gehry, Libeskind ou Zaha Hadid. On voulait un musée et non pas une sculpture. On voulait mettre des sculptures et des peintures dans un musée qui puisse fonctionner en tant que musée, non pas une espèce de folie architecturale. Je pense que le projet de Barotse Veiga l'a emporté en partie parce que Chipperfield a très bien compris les enjeux de ce projet et peut-être aussi parce que ce caractère puriste, essentialiste correspond plutôt au caractère suisse, enfin plutôt qu'aux Italiens, peut-être un petit peu aux Français aussi. Et voilà. Et en plus, tout ce qu'on voulait y mettre, on l'a retrouvé dans le projet et placé de façon tellement juste, tellement précise et pertinente par rapport à toutes les fonctions. Par exemple, le shop est à côté de l'entrée, ça paraît logique, mais n'empêche que la plupart des autres projets ont montré que, effectivement, cette logique n'est peut-être pas partagée par tous les bureaux d'architecture. C'était un projet, c'était juste un projet pour un concours. On aurait pu le reprendre quasiment tel quel pour le réaliser, tellement qu'il était parfait, bien défini et vraiment très très bien pensé. C'était peut-être aussi dû au fait que vous avez eu l'intelligence de vous adjoindre un des meilleurs muséographes d'Europe, Dieter Bogner de Vienne. Je ne sais pas comment vous êtes tombé sur Dieter Bogner, mais enfin, c'est un conseiller formidable. C'est lui qui est le concepteur du Museumsquartier de Vienne et de nombreux musées de par le monde. C'est vraiment une vedette internationale qui sait exactement comment doit fonctionner un musée. C'est pour ça que c'était très facile, en tout cas pour l'homme de musée que je suis, de me dire, voilà, pour moi, il y a ce projet-là qui est valable, c'était le seul, et il était tellement bon que on a, avec l'ensemble du jury, on n'avait aucune peine à le défendre.
Peut-être juste encore une petite précision au sujet du contenu de ce futur musée, qui est un musée des Beaux-Arts avec une collection qui a bientôt 170 ans. Donc c'est un vieux musée du premier tiers du 19e siècle, avec des collections remarquables qu'on ne peut jamais montrer, puisque actuellement nous disposons de 1200 mètres carrés de surface d'exposition, dans lesquelles nous faisons surtout des expositions temporaires, qui sont parfois basées sur certains aspects des collections, mais voilà, globalement, on ne peut pas les montrer, et c'est extrêmement dommage, puisque nous avons, par exemple, et ça parlera aux Parisiens que vous êtes, plus de 600 œuvres sur papier de Louis Souter, qui a eu l'année passée une exposition importante et très belle à la Maison Rouge, ou bien nous possédons plus de 500 œuvres de Félix Vallotton, qui est vaudois, qui est lausannois, qui est devenu français et qui bénéficiera à la fin de cette année d'une grande rétrospective au Grand Palais, organisée par le musée d'Orsay. Donc voilà, ça juste pour vous montrer, on a des choses à exposer. D'ailleurs, les touristes nous les demandent souvent, puis on est souvent obligé de dire désolé, on a une exposition d'art contemporain en ce moment, vous devrez attendre pour voir vos Vallotton voilà, pendant 2 ans encore. On va travailler dans ce nouveau musée sur des rythmes complètement différents, sur 4 rythmes. Un rythme lent, les collections qui sont montrées par roulement, puisque nous disposons de quelques 10 000 œuvres, et dans les 1800 mètres carrés de surface d'exposition qu'on a du côté ouest, pour les collections, on est bien obligé de faire une sélection, et donc on a un certain roulement, on va changer chaque année certains éléments. Donc ça, c'est le rythme lent. On a un rythme un peu plus rapide avec les expositions temporaires, 3 à 4 par an. Ensuite, on a une salle particulière que Fabrizia vous a rapidement montré, c'est la salle Projet, qui est une salle de dimension quand même respectable, presque 250 mètres carrés. Donc c'est une belle salle qui se situe au niveau du rez-de-chaussée, et c'est la première salle qu'on voit quand on vient depuis la gare, on cherche l'entrée du musée. On a cette grande vitrine qui donne depuis l'extérieur sur cette salle qui est censée attirer les gens à l'intérieur du musée aussi. Donc une salle projet qui permet d'être, c'est relativement atypique pour un musée, très réactif, puisque on va y faire une programmation très spontanée avec 2 ou 20 expositions par an, selon l'actualité. Je vois quelque chose, je ne sais pas, la Biennale de Bamako qui m'intéresse, et puis 3 mois plus tard, je peux montrer ce photographe africain dans cette salle projet. Et il y a un 4e rythme qui est, lui, très rapide, c'est le rythme de l'événement, de l'événementiel, avec chaque jour un événement particulier qui se passe quelque part, soit du côté des expositions temporaires, soit du côté des collections. Ceci, juste un petit complément pour que vous puissiez peut-être vous imaginer un peu aussi le contenu et pas seulement l'architecture qui me plaît énormément, et je me réjouis énormément dans quelques années, en 2016, si tout va bien, d'investir ce lieu. Comme à Lausanne, le musée de Coire est un musée cantonal, pas géré par la ville, c'est par le canton. Comme à Lausanne, on a une très belle collection, surtout de l'art suisse, quelques grandes exceptions. Naturellement, on a Giacometti et on est lié avec Paris
Alberto Giacometti et toute la famille de Giacometti. On a Ernst Ludwig Kirchner qui a vécu à Davos, dans le canton de Grisons. La collection est pas si grande que la collection vaudoise, mais quand même c'est 7000 pièces qu'on peut montrer maintenant une très petite partie parce que aussi on a 2 bâtiments qui ne sont pas été construits comme musée. L'un, c'est la villa, l'autre, qu'on détruit maintenant, c'est construit comme musée naturel, avec des animaux, avec des pierres, mais pas pour l'art, sans parois, seulement des fenêtres, un beau bâtiment, mais pas pour un musée, pas pour des expositions temporaires. Alors, on gagne maintenant un musée. On a la problématique de faire un ensemble avec 2 bâtiments encore. La villa qui a une charme spéciale et un musée un nouveau musée avec des salles neutres où on peut présenter la collection et aussi faire des expositions comme vous avez vu dans la présentation de Fabrizio. La grande question, c'était aussi de protéger la villa, de protéger le parc, de faire une connexion souterraine. C'est difficile pour nous aussi maintenant pour tout le musée de faire comprendre aux gens qui visitent aux visiteurs de faire un chemin dans les 2 bâtiments, de trouver le chemin avec ces petites traces qu'on a. Mais je crois aussi avec le membre du jury qu'on a trouvé une très belle solution, une très grande clarté des salles pour la collection, pour les expositions, et c'est très compréhensible pour les visiteurs de trouver ce chemin entre les 2 bâtiments. Je peux ajouter seulement que les deux projets, bien les projets de Lausanne, bien les projets de Coire, et bon, sont encore en phase des projets. Donc, pour ces raisons, les images que j'ai montrées sont des images encore de travail sur lesquelles nous sommes encore en train de discuter. Je me ravis de les process que nous sommes en train de faire, cette idée d'épuration de les 2 projets d'un point de vue architectural, on est capable de faire aussi parce que les 2 directeurs et les autres personnes qui nous aident, qui nous guident un peu pour le faire, nous donnent des pistes pour pouvoir le faire et pouvoir trouver cette solution, comme dire, le plus synthétique, non? Possible, non? Quelque chose, si un musée fonctionne, parce que d'un point de vue programmatique, le plus parfait possible, non? Donc, cette process qui est dans autre projet est plus compliqué, plus divergent, plus difficile. Ici, dans les 2 cas, avec son variation un peu différente, Coire et Lausanne, pour des questions un peu dire méthodologiques de l'administration, sont 2 projets réellement qui font évoluer dans le bon sens les projets, je crois. Je remercie les 3 intervenants, Fabrizio et les 2 directeurs des musées. Et avant de passer la parole au public, parce que vous avez peut-être des questions, j'ai une question très basique. Vous pouvez nous dire quel est le budget de chacun de ces 2 musées et quels sont les partenaires qui permettent la réalisation de ces musées? Pourquoi le budget, c'est 20 millions €. 2 tiers, ce sont des moyens privés. 1 tiers, c'est le canton.
Chez nous, c'est un peu différent. On a un budget total de 75 millions de francs suisses. Ça fait combien d'euros 65, 62 millions d'euros. Pour un musée quand même, enfin, il faut s'imaginer le bâtiment, il fait presque 150 mètres de long, sur une vingtaine de mètres de haut, également une vingtaine de mètres de profondeur, donc c'est un beau volume. Et c'est un partenariat public-privé. Le canton de Vaud met un tout petit peu plus de la moitié et on est en train de chercher, de trouver des mécènes, des sponsors pour la deuxième partie, pour laquelle on a déjà trouvé les 2 tiers. Donc il ne manque plus qu'une dizaine de millions de francs suisses, 7 à 8 millions d'euros. Donc si vous connaissez quelqu'un, je peux vous donner ma carte après. Et les travaux commenceront quand? Chez nous, on commence à creuser, à démolir le bâtiment ancien, à creuser janvier 2014. Voilà, ça devrait être sensiblement la même chose chez nous, peut-être avec une petite demi-année de retard. Et on ouvre le même week-end. Voilà, on a décidé ça ce soir, on ouvre le même week-end pour 2016. Éviter des voyages inutiles à notre architecte commun. Déjà décidé de le faire comme ça, parfait. Pour moi, c'est bien. Non, c'est-à-dire, bon, d'un point de vue de l'architecture, pour complémenter un peu cette réponse sur les budgets, on peut dire que surtout les projets de Lausanne, c'est un projet que c'est difficile aussi pour la condition, on peut dire, économique. Les bâtiments, c'est vous avez vu, très ambitieux, on peut dire, d'un point de vue des surfaces expositives. Et on a été de traiter, de les construire véritablement avec on peut dire, une justesse d'économie très calibrée, on peut dire. Dans les projets de Coire, il y a un peu plus d'aise, on peut dire, et ils nous permettent aussi pour la dimension volumétrique du bâtiment d'élaborer un peu plus aussi, par exemple, la façade, chose qui à Lausanne est presque impossible pour des contraintes économiques importantes, surtout dans les moments qu'on a et que nous sommes en train de développer la verrière, la toiture avec cette verrière, qui était une verrière qui pendant le process a disparu, après a retourné en vogue, pour les compromis de M. Fibicher aussi. Et donc là, il nous pose une contrainte économique importante pour chercher d'arriver à faire tous les bâtiments. À titre de comparaison, l'extension du musée des Beaux-Arts de Zurich, et vous avez fait le calcul, coûte le double au mètre carré ou au mètre cube que le musée de Lausanne. Et le musée de Bâle, qui je crois qui a été présenté aussi, c'est presque 1/3 plus. Donc il y a une sensible différence, on peut dire. Mais donc c'est faisable avec des différences aussi importantes dans le même pays? Oui, on peut, pour les choses que je connais. Y a-t-il des questions dans le public? Bonsoir. Est-ce que Peter Zumthor était dans le jury du musée de quoi? Pardon? Est-ce qu'il y avait Peter Zumthor dans le musée aussi? Non. 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 Il n'a même pas participé. Peter Zumthor ne participe pas à des concours. Il y avait, je te peux répondre, il y avait je crois que c'était les vieux associés de Peter Zumthor, non? Monsieur... Au jury. Au jury. Oui. Et Hans,
Ruch, je ne sais pas si Hans-Jürgen Ruch et Dieter Jüngling, mais ils sont membres du Kunstverein, de l'association. Ils ne pouvaient pas participer. Et Peter Zumthor ne voulait pas participer. Non, c'est sérieux, c'est-à-dire qu'il nous l'a dit, il ne participe pas à des concours. C'est pas juste pour rire, c'est vrai. D'autres questions? Quelles étaient les autres équipes retenues d'architectes? Dans les concours, bon, il était beaucoup des architectes assez importants, je peux dire. Je crois qu'il y en avait une quinzaine, non? Excuse-moi. Je crois qu'il y avait une quinzaine de participants, enfin de sélectionnés. 18 à Coire. Oui, et 18 à Lausanne. Le même week-end. Et vous vous souvenez des noms? Justement, c'était des équipes internationales assez connues. Vous vous souvenez pas qui y avait? Oui, mais je crois que dans les concours de Coire, il était Caruso Saint-Jean, Ngukuma, Guillaume Goyer, à Lausanne, excusez-moi. Sensiblement la même chose. Effectivement. Non, mais c'était une concurrence internationale vraiment. C'était de très haut niveau. Il y avait des bureaux très très connus qui ont déjà construit des musées que l'on connaît. Et puis voilà, ce sont c'est le bureau qui faisait partie des... On a récupéré 3 bureaux parmi la relève, donc 15 concurrents connus plus 3 bureaux moins connus, dont justement Barozzi Veiga. Le concours, lui, était anonyme après. Donc voilà, il y avait par exemple aussi un collaborateur de Herzog de Meuron, Harry Gugger, qui a aussi construit, par exemple, c'était lui l'artisan de la Tate Modern. Voilà, c'était ça la concurrence et ils l'ont emporté. Il faut croire qu'ils ont des qualités. C'est-à-dire que pour nous ces 2 expériences ont été une étape de maturation incroyable. En fait, nous pouvoir confronter avec les meilleurs architectes suisses, dans le cas de Coire et de Lausanne aussi, était un énorme défi. Et il nous a permis aussi de nous clarifier notre manière de faire architecture, de trouver une manière un peu notre d'interpréter les faits de faire architecture. Donc, c'était 2 expériences très très courtes dans le temps. En fait, on a été sélectionné comme jeune architecte à Lausanne et on a remporté le concours et 7 ou 8 mois après, on a gagné l'autre, mais on a été sélectionné comme vieux bourreau. Donc, dans 9 mois, on a vieilli énormément. Je voulais profiter du fait qu'il y a une autre spécificité à cette soirée par rapport aux autres soirées de notre cycle de l'année, donc musée suisse, nouvelles architectures, c'est qu'il y a des représentants de 2 musées de 2 villes différentes, une en Suisse romande, une en Suisse alémanique, et un bureau étranger actif en Suisse. Alors, la question, elle est simple. Est-ce que vous, avec vos différentes expériences, vous considérez qu'il y a une spécificité suisse dans les musées qui se construisent actuellement, puisqu'il y en a plein d'autres, à Zurich, à Bâle, on l'a mentionné. Du côté de la France, par exemple, il y a beaucoup de débats sur les nouveaux FRAC, la nouvelle génération des FRAC avec des nouveaux bâtiments qui poussent ça et là dans le territoire. Est-ce que vous voyez des spécificités suisses? Oui, vas-y. Pour moi, nous avons fait les 2 projets de Lausanne et Coire dans les
peut dire de la même manière qu'on a fait tous les autres que j'ai montrés. Non? Donc on peut dire que c'est les deux musées qu'on a complété pour le moment notre parcours. Non? Donc la manière de nous confronter quand les projets un peu étaient la même. Je crois que bon, il y a des à différence des autres projets, on peut dire, dans d'autres parties d'Europe, il y a cette, comme je pourrais dire, cette point de réalité qui tient compte dans les concours, des faisabilités, on peut dire, dans les concours, dans l'architecture qu'on présente, qui tient compte peut-être plus que des autres parts. Il y a cette volonté d'être très, très sérieux et précise, surtout et sur la manière dont sont faits aussi les concours. C'est la définition du programme, les bases, les cadres économiques, la définition temporelle est très très bien faite, très très sérieux, très très encadré, on peut dire. Non? Donc ça, les projets doivent être une véritable réponse. C'est pas seulement d'un point de vue architectural, mais de tenir en compte tous les autres facteurs économiques, etc., que peut-être ailleurs sont un peu plus indéfinis. Pour moi, c'est un peu... Non, je pense que les musées suisses sont à l'image de la Suisse, forcément fonctionnels avant tout, avant d'être des bâtiments vraiment représentatifs, mais ça tient à la structure même de la Suisse, qui est une confédération de 24 ou 25 cantons, et donc il n'y a pas de monarchie, pas de république, pas de grands gestes représentatifs. Donc chaque musée, dans chaque canton, plus ou moins, a un rôle à remplir, a un certain nombre de fonctions à remplir. Et voilà, je crois que ça, et ça on le voit un peu partout. Alors là, bien sûr, vous avez, c'est pas vraiment un musée, mais la fondation Beyeler près de Bâle, qui est d'ailleurs aussi largement comparable avec notre projet lausannois, un bâtiment très en longueur, avec une façade du côté rue, respectivement chez vous du côté rail, complètement borgne. Voilà, on travaille au niveau des matériaux, effectivement, c'est à ce niveau-là qu'on peut ajouter un côté précieux ou quelque chose de spécial ou de plus décoratif, mais sinon je pense qu'il y a vraiment à la limite, et puis ça c'est peut-être une hypothèse ou un statement un peu extrême, à la limite, le meilleur musée suisse, c'est le musée invisible. C'est le musée qui se voit pas, qui ne dérange pas. Puisqu'il y a eu effectivement pas mal de projets avortés à cause de cette trop grande présence, soit dans le paysage, soit dans la ville. D'autres questions? Une autre spécificité de la Suisse par rapport à la France, c'est comme une grande présence du peuple, donc de la démocratie, qui peut, même s'il y a un choix d'un projet, ça c'est ce qu'on explique souvent aux Français, en Suisse on peut le bloquer. Donc il y a quand même une expérience à Lausanne qui s'est passée, puisque le premier projet du musée qui était au bord du lac a été bloqué par le peuple. Comment ça se passe maintenant ? Voilà, pour l'instant, ça avance bien, mais disons, à chaque fois, il faut persuader, il faut montrer des images, il faut... voilà, serment, c'est chaque fois toute une campagne qu'il faut mener,
Et finalement, c'est le peuple qui décide. Est-ce qu'on le veut, ce musée tel qu'il est, oui ou non? Et on passe par effectivement, par des épisodes qui peuvent être absolument dramatiques. Et puis, voilà, on rêve en fait, en matière culturelle du moins, d'une espèce de tyran ou d'un chef qui puisse imposer ses projets culturels et voilà, puis on n'a rien à dire, quoi. Voilà, ça se fait et il n'y a pas de budget, c'est hors budget. Allez, on le fait, on le veut, mais malheureusement, ça se passe pas comme ça en Suisse. On avait la chance à Coire de recevoir pas mal d'argent d'un privé, d'un mécène, et pour ça, il ne fallait pas faire une votation. Mais on a des limites pour le temps. Il faut construire maintenant, sinon on perd tout. On a la situation que le canton veut construire le musée, mais c'est à Coire, c'est la ville qui décide si c'est possible ou pas. Alors, il faut tous les jeux démocratiques comme partout en Suisse. J'ai une question qui vient vers l'architecte là-dessus. Je crois que ça suit démocratie et budget. Très souvent, quand on parle des musées qui sont un peu les cathédrales pour les architectes aujourd'hui, spécifiquement en France où le pouvoir le pouvoir central, présidentiel, a beaucoup d'importance, on dit toujours avec certains grands noms, on les engage et on sait d'avance qu'il y aura un dépassement minimal du double. Est-ce que ça se passe comme ça aussi pour vous? L'architecte d'abord. Du double? On parle toujours, dès qu'on engage un architecte sur un projet, un musée, il va de toute manière dépasser le budget du double. Non, ça n'est pas les cas dans notre projet, pas du tout. En fait, pour me lier à la question antérieure, je peux dire, bon, bien sûr, mon connaissance con la Suisse est très récente, on peut dire. On a commencé à travailler depuis 1 an et demi ou quelque chose comme ça. On a vu que cette démocratie référendaire, non? Qui pose toujours la question de cet effort pédagogique pour expliquer à la ville, à les citoyens, les projets. Et d'un côté, une façon très très difficile d'un point de vue architectural pour l'architecte, pour chaque étape du projet, de l'expliquer, donc de faire cet effort de communication. Mais je dois dire que aussi il nous découvre, c'est comme toujours de demander des choses sur les projets, de te faire entrer des doutes sur ton manière de faire les projets, que ça peut être intéressant d'un point de vue, parce que peut-être avec cette manière de devoir l'expliquer, de devoir communiquer, il te fait réfléchir, non? Il te fait réfléchir constamment sur le projet et raisonner si ton approche, si ton manière de faire est justifiée ou non. Donc, bien sûr que c'est une complication énorme pour amener ce projet de très grande échelle. C'est une complication terrible, on peut dire, mais peut-être si à la fin on arrive en début, je crois que le projet sí qui arrivera à être très très solide, très très clair, très très précis, parce que il y a tout le temps cette continue pose en question du projet, non? Et ça peut être aussi, je dirais, intéressante, non? Et c'est une chose que pour moi, personnellement, était un peu surprenante, cette manière d'amener les projets, non? Et d'un point de vue, pour finir sur les badges, les cadres dans lesquels nous sommes en train de gérer les projets, les cadres économiques, doivent être absolument respectés. N'existe pas l'hypothèse de
doubler ou augmenter de 1 million de francs, c'est impossible. Donc, il y a toujours cet effort de rationaliser, de compacter, de limer les projets par les mettre dans ce cadre, non, de ce process de dépuration que j'ai expliqué. Non, ils viennent aussi par cette... Après, bon, et je crois que ce process qu'il y a, il donne aussi des choses dramatiques ou importantes. Non, que, par exemple, il faut peut-être expliquer que les musées des beaux-arts, c'est pas quelqu'un en avant était déjà fait un concours pour le projet. Il était un concours fait pour placer les musées jusqu'au bord des lacs dans un parc assez bel. Et après, il y a eu un référendum qui a fait aboutir cette idée parce que les Soudanais ne voulaient pas construire un objet, une architecture dans cet espace naturel qui peut-être n'était pas nécessaire de le faire là. Après, bien sûr, il y a eu une crise politique, non? Mais je crois que l'administration lausannoise, dans ce cas, a eu la capacité de se renouveler dans ce problème et a changé complètement la vision. Non? Et je crois que ça, c'était un bon pas dans mon point de vue. Parce que à travers de l'architecture, à travers les projets d'architecture, placés dans cet site que je vous expliquais jusqu'à côté de la gare industrielle oubliée de la ville, les projets d'architecture peuvent changer un lieu complètement oublié de la ville en un nouveau corps, on peut dire, pôle culturel, muséal de la ville. Non? Donc c'est une manière de faire les choses complètement opposées à l'intérieur. Et peut-être ça, ce procès qui durait beaucoup d'années, je ne sais pas, 10 ou quelque chose comme ça. On a perdu 5 ans, mais on y a gagné, puisque le deuxième projet, votre projet, est vraiment meilleur et beaucoup plus fort et s'adresse à un public potentiellement beaucoup plus grand. Non. Donc, c'est-à-dire que les procès, peut-être, nous donnent aussi de bonnes surprises. Non? Pas de questions dans la salle? Une question, vraiment un détail. J'ai vu que dans le projet du musée de Lausanne, vous avez dans l'escalier, vous avez construit 2 rythmes de marche. Alors, dans une des images que vous avez présentées, dans un des escaliers, vous avez prévu 2 rythmes de marche différents. Des petits escaliers et des plus grands sur la même rampe. Oui. Voilà, j'étais curieuse du pourquoi. C'est pas exactement, non. Il y a dans les projets, il y a ce grand escalier qui s'approche à la verrière du vieux bâtiment. Et après, il y a 2 nouveaux à côté, mais sont toujours les mêmes. Mais c'est l'autre escalier. L'autre escalier où on a les petites marches et on a les plus grandes marches. Ah oui. Excusez-moi. Oui. Non, dans cette part, oui, bien sûr, parce que là, il y a cet espace, que c'est l'autre espace, après les grands foyers, on peut dire les plus représentatifs. On a commencé à penser que cet espace qui creuse les bâtiments était un espace pas seulement pour monter d'un étage à l'autre, mais aussi un espace pour se fermer, pour rester. Un petit auditoire informel où les gens se peuvent placer là pour après arriver. Merci. Ouais, juste pour revenir en fait au rapport on va dire à l'eau, parce que le premier concours c'était au bord du lac. Je voulais tout simplement savoir, parce que voilà, nous on a participé, on a fini 2e au premier concours, mais là je voulais tout simplement poser la question, quelle est votre interprétation ou idée, puisque vous avez parlé de l'espace urbain qui est très important pour vous, au rapport à l'eau et au lac Léman qui est juste en face. Parce que bon, l'espace que vous créez, il est assez introverti, on va dire, entre un mur et puis le nouveau bâtiment.
Et est-ce que vous arrivez en fait à projeter les visiteurs à travers l'art et le parcours vers une vue qui donne sur le lac Parce que bon, à Lausanne, on connaît tous que ça, c'est des rapports qui sont exceptionnels et des vues vraiment magiques. Donc c'était juste ça. Oui. Quel est le rapport de votre bâtiment au lac? Voilà. En fait, il faut expliquer un peu le projet pour que les contraintes principales de la localisation du musée de Beaux-Arts et les autres dans cet site est la proximité avec la gare. Non? Donc, la proximité avec la gare nous donne une série de contraintes de protection de les œuvres pour accidents et majeurs assez importantes. Non? Donc, les concepts, on peut dire, de la façade sud que j'ai montré a été défini aussi en fonction de cette problématique. En fait, on peut dire que les espaces, les salles pour les œuvres, pour l'exposition permanente et temporale, sont comme des bunkers fermés complètement face à les voies de train, non? Et l'unique ouverture qu'on a sont dans l'espace public, les foyers, et précisément cet autre espace qu'on a commenté, cet auditoire, on peut dire, non? L'autre petit auditoire, escalier auditoire qui nous amène là. Ce sont les uniques deux éléments qui nous permettent d'ouvrir des ouvertures sur le sud et sur le lac. En fait, cet escalier auditoire était une variation. Dans les concours, il n'était pas prévu là. Il y avait une connexion, mais de différentes manières. On a défini cet escalier, cette ouverture-là, aussi pour avoir de lumière du sud, mais aussi pour permettre, dans cette hauteur, de voir la vue sur les Alpes et sur les lacs. Il y avait des propositions d'utiliser la toiture pour faire des restaurants, pour faire des choses, pour donner, mais après a été pris plus important de faire traiter la toiture avec cette verrière pour donner la lumière zénithale. Et dans les futurs musées de la photographie et des MUDAC, là sont prévus des espaces en toiture pour donner cette vue sur les lacs. Pour conclure, merci à tous les intervenants, aux 3 intervenants, et puis on vous invite pour un apéritif dans le hall d'entrée où vous pourrez continuer à leur poser des questions. Merci beaucoup. Merci.